Mesdames et messieurs nos partenaires, mesdames et messieurs nos conférenciers, chères participantes et chers participants, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 10e symposium de la Haute École de Gestion qui a pour thème cette année « Réinventer la place financière genevoise, solutions et cas pratiques ». Une des spécificités de nos symposiums est d'être un lieu d'échange et de transfert de connaissances entre le monde académique et les acteurs économiques de la région. En effet, tous nos professeurs et chargés de cours ont, à travers leurs activités, un lien direct avec les entreprises de la région ainsi qu'avec les administrations. Et en préparant ce symposium, nous nous sommes encore plus rendus compte à quel point le domaine de la banque et de la finance est en pleine évolution et surtout dans l'urgence de trouver des solutions concrètes. Je remercie par avance les 15 spécialistes qui aujourd'hui, lors des conférences, nous permettront de par leur métier et leur expérience de mieux cerner les défis et de nous apporter l'essentiel de leur réflexion. Une des missions de la Haute École de Gestion est de proposer des formations de niveau académique, fortement axées sur la pratique et en phase avec les besoins du marché. Et c'est pourquoi nous proposons une orientation banque et finance qui rencontre d'ailleurs un succès croissant auprès de nos étudiants. Et afin de répondre à l'évolution du secteur bancaire et financier, nous adaptons régulièrement les enseignements de l'orientation banque et finance, comme nos enseignements de façon générale, et je vous propose de découvrir très brièvement ces changements au sein de l'orientation banque et finance. Pour mieux situer mon propos, je vous propose tout d'abord de vous faire un bref rappel sur la HEG et la HESSO. Alors la HEG, c'est la Haute École de Gestion de Genève, qui est constituée de 4 filières d'études, 4 filières bachelor, économie d'entreprise, qui est la filière qui compte plus de 700 étudiants, la filière informatique de gestion, la filière information documentaire et la 4e et dernière filière qui a ouvert en septembre 2013, donc tout récemment, est une filière qui s'appelle International Business Management et qui a la particularité d'avoir un enseignement entièrement donné en anglais. La HEG compte 1000 étudiants, plus précisément 1086 en bachelor cette année, et elle appartient à la HESSO Genève. Alors qu'est-ce que la HESSO? La HESSO, c'est la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, et en fait c'est une université des métiers. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, une des missions de la HEG, et c'est la même chose pour les HES en Suisse, c'est de proposer un enseignement de niveau universitaire, mais fortement axé sur la pratique. Cette HESSO, c'est une université, une haute école, avec un nombre très important d'étudiants, puisqu'elle accueille cette année plus de 19 000 étudiants. À titre de comparaison, si on prend 2 autres hautes écoles qui n'ont pas tout à fait les mêmes missions, mais qui sont en Suisse romande, comme l'université de Genève accueille, elle, 18 000 étudiants, et celle de Lausanne, 13 000 étudiants. Cette haute école, cette HESSO, c'est un réseau, donc elle existe en fait sur toute la Suisse romande, c'est-à-dire tous les cantons romans, plus la partie francophone du canton de Berne. Et en fait, c'est un réseau qui est constitué de 27 écoles sur 33 sites. Donc c'est effectivement un réseau très important. Si maintenant j'en viens à cette orientation, l'orientation banque et finance se trouve dans la filière économie d'entreprise, donc dans la grande filière de l'école. Et cette orientation a débuté en 2009 et accueille cette année plus de 90 étudiants. Donc c'est une forte progression par rapport à les années précédentes. Et alors qu'on a tendance à remarquer qu'actuellement dans les formations offertes dans le monde de la banque et de la finance, on assiste à l'effet inverse. Alors, juste un bref rappel de ce qu'est une orientation en haute école spécialisée. Donc dans cette filière bachelor en économie d'entreprise, toute formation bachelor dure 3 ans à plein temps. Économie d'entreprise, on a aussi la possibilité de faire une formation en emploi sur 4 ans et l'étudiant a l'obligation d'avoir une activité professionnelle à côté. Et l'orientation banque et finance est une spécialisation de cette filière qui commence en 2e année et qui constitue environ un tiers du cursus total. Alors les changements qui ont eu lieu récemment, qui sont en train d'avoir lieu dans cette orientation, sont les suivants. La connaissance de base, donc le core knowledge, donc c'est cette connaissance de base qui est dispensée à tous les étudiants, qui est obligatoire pour tous les étudiants qui sont dans cette orientation, correspond en fait à l'intersection large des 3 certifications qui sont reconnues dans le monde de la banque et de la finance, que sont le CFE, le CAIA et le RMF. Une fois que les étudiants ont suivi ce cursus obligatoire, ils ont la possibilité de suivre une des spécialisations, ça c'est toutes les spécialisations, il y en a encore d'autres que je n'ai pas eu la place de noter, comme gestion des risques,
comme gestion de fortune ou encore commodity trading, qui a la particularité d'être une spécialisation à l'intersection entre l'orientation et cette nouvelle filière dont je vous ai parlé, International Business Management, et de ce fait est donnée entièrement en anglais. Et puis deux nouveautés, c'est gestion cross-border transfrontalière et métier de fonds de pension et des assurances. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur François Duc, qui est professeur à la Haute École de Gestion, qui est aussi responsable de cette orientation. Donc si vous avez des questions sur cette orientation, je pense que le mieux c'est de vous adresser directement à Monsieur François Duc, et qui maintenant, en guise d'introduction à ce symposium, va tenter de répondre à la question suivante. L'asset management suisse a-t-il répondu aux défis de la crise? Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Pardon. Voilà. Alors, merci Madame la directrice. Je vais essayer de parler sans le micro. Voilà. Alors, a-t-on répondu a-t-on tiré les leçons de la crise? La question est performative. Je vais faire avec le micro. Dans le sens, la poser, c'est y répondre. La véritable interrogation, c'est pas a-t-on tiré les leçons de la crise, mais pourquoi l'asset management suisse, en tant que système, dans sa globalité, ne tire jamais les leçons de la crise? Et la réponse, elle est simple. C'est parce que si elle l'avait fait, ça aurait été économiquement inefficient. Lorsque vous avez un agent économique qui est plutôt insensible à un certain type de risque, il relève alors de l'efficience économique qu'il endossasse ce risque et collectasse la prime qui lui est attachée. À la base de l'aléa moral se trouve le fait que lorsque un agent prend une assurance, il tend à prendre plus de risques. Alors l'asset management suisse n'a pas bénéficié de l'aléa moral too big to fail, qu'on devrait plutôt formuler too connected to fail. Mais il a bénéficié d'un aléa moral que lui a offert sa clientèle, too captive to fail. En effet, la place financière suisse a détenu un nombre important, sans comparaison, de clientèle captive. D'abord, la clientèle captive domestique, un petit peu comme toutes les autres places financières, mais une clientèle domestique plus traditionnaliste, un petit peu plus conservatrice. Ensuite, une clientèle étrangère déclarée qui vient en Suisse pour le modèle suisse. Un modèle de stabilité politique issu du consensus, les dernières intentions l'ont encore montré, d'un certain traditionnalisme, où la stabilité sociale est assurée par la négociation, où la stabilité économique est due à un tissu industriel atomisé avec des entreprises actives dans des domaines très divers. Ça, aucune place financière pouvait rentrer en concurrence. Et le troisième élément, bien sûr, c'est la clientèle captive par le secret bancaire. Alors, ce tissu de clientèle captive a permis à l'asset management suisse de traverser toutes les crises sans avoir à se remettre en cause. Parce que cette clientèle-là restait. Sans doute, c'était une clientèle très conservatrice, avec un fort turnover. Et on l'a vu, à chaque fois que vous aviez un style de gestion sous stress, la clientèle retire immédiatement tous ses actifs. Et ça génère un certain turnover, mais qui reste, je dirais, à l'intérieur de l'asset management suisse. Alors, bien sûr, ça a un défaut, c'est lorsque, et c'est ce qu'on a vu par exemple en 2008, après la crise pour les hedge funds, les petites entreprises, petits asset managers qui étaient spécialisés dans un segment, eux doivent fermer boutique. Et puis le deuxième défaut de cette façon-là d'avoir une clientèle, c'est, je dirais, on a une certaine perte de seniorité. Quand vous fermez tous les départements après qu'il y ait eu un stress, bon, la mesure est un petit peu excessive, plus que souvent temporaire, mais le fait est que les gens qui y travaillaient doivent se reconvertir. Et quand vous opérez la comparaison entre l'asset management suisse et l'asset management, par exemple, américain, on vous dit toujours « ouais, ils sont bien meilleurs ».
Bon, alors primo, il y a une faute, je dirais, qui relève de la moyenne pondérée, hein, comme je vois souvent chez mes élèves. Si on compare un banquier d'un certain âge avec quelqu'un qui est en train de faire de la structuration sur un trading desk, il est à peu près normal qu'on puisse s'attendre à ce que la personne dans la structuration ait plus de compétences en termes de théorie financière. Hein, la composition du personnel financier n'est pas la même. Mais en plus, c'est clair que l'argument vous dit, oui, mais regardez, chez eux, ils ont beaucoup plus de seniors. Ben forcément, parce que dans nos domaines, on les a virés. D'accord? Alors, l'avantage pour l'asset management suisse de cette clientèle, c'est qu'en effet, après chaque crise, on n'a pas à se remettre en question. Et on verra, par exemple, dans des exemples très simples, que ce qu'on reproche aux hedge funds, on le fait, mais de façon pire, ailleurs, dans un des produits qui est le plus aimé actuellement de la clientèle. Pourquoi changer? Puisque de tout, et c'est un petit peu cette phrase du prince Salina dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut simplement changer de classe d'actifs, mais reprendre le même genre de risque. Et c'est pour ça que l'avantage fort de l'asset management suisse, c'est qu'elle n'a pas eu à s'interroger sur ces choses-là. D'accord? Et puis, deuxième avantage, c'est lorsque vous avez une clientèle, un fort niveau de clientèle, qui est avec vous, mais pour des raisons qui sont indépendantes de la gestion que vous menez, parce qu'ils sont venus pour autre chose. Pourquoi tenir compte de leurs demandes dans votre gestion? S'ils sont captifs et que tout le potentiel de croissance n'est pas à cause de votre gestion, pourquoi les intégrer dans votre gestion? Non, vous allez mettre en place une gestion qui va vous ouvrir à d'autres marchés. Et c'est pour ça qu'on a commencé, dès la fin des années 80, à mettre en place une gestion qui était ouverte, je dirais internationale, et qui s'adressait principalement là où il y avait le plus de clientèle, et là où il y a le plus de clientèle, c'était là où étaient, je dirais, les asset managers anglo-saxons, et on se mettait en concurrence avec eux. Et on a vu ça avec nos trois grandes banques dans les années 80, et puis ça s'est réparti après sur tout l'asset management suisse dans les années 2000. D'accord? Le problème, c'est que maintenant, avec la fin du secret bancaire, c'est la fin de cette rente économique que nous avions par notre clientèle captive. Et que les solutions que généralement on met en avant, ce sont des solutions qui ont été pensées à cette époque où nous bénéficions de cette rente. Typiquement, l'ouverture aux marchés internationaux, ce qu'on appelle l'innovation, mais la continuité de cette innovation dans l'internationalisation. Alors, l'erreur que l'on commet ici, c'est que ces deux types de clientèle sont parfaitement incompatibles. Et vous le voyez très clairement. À nouveau, je reprends un exemple sur les hedge funds. Interrogez ici des personnes, qu'est-ce qu'ils pensent des hedge funds? Mais c'est fini en Suisse. En 2009, il ne fallait pas en parler, c'était mort. Alors, qu'est-ce qui se passait dans les pays anglo-saxons? On continuait à investir. Et les flux n'ont jamais cessé de tarir. Pourquoi? Alors on me dira, oui, il y a différence de culture, différence aussi, on le connaît, le pourcentage moyen d'allocation aux actions aux États-Unis, c'est 40%, puis chez nous, c'est plutôt 20%. Mais il y a autre chose. Regardez, et je reviens sur l'affaire Madoff. Grand choc, l'affaire Madoff, en Europe continentale en général. D'accord? Aux États-Unis, rien. Pourquoi? Dans toutes les raisons, et il y en a eu beaucoup de stupides, de vous à moi, qui ont été avancées sur les erreurs qu'on a fait avec Madoff, il y en a une qui est très très bonne. C'est qu'en Europe, on se disait, voilà, vous avez le 5e market maker des États-Unis. La personne qui a contribué le plus fortement à créer le Nasdaq. Est-ce que ce n'est pas la personne qui doit être le plus surveillée par la SEC? Et ce n'est pas là une énorme défaillance de la SEC, l'affaire Madoff? Aux États-Unis? Non. Ça fait partie de l'autorégulation. C'est le prix à payer. Et les choses continuent. En Suisse, il ne fallait plus parler. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Je suis valaisan. C'est un petit peu comme vous allez au magasin, vous achetez une bouteille de vin. Il y a deux types de vendeurs. Il y a ceux qui vous disent, vous payez 12 francs, mais si elle a le goût du bouchon, je vous la rends. Et il y a ceux qui vous disent, vous payez 14 francs, elle a le goût du bouchon, vous allez chez Vice et ils vous disent, vous devez tenir compte, restaurateur, tenez compte que ce ne sera pas remboursé le goût du bouchon. Donc, la clientèle américaine s'attend à avoir plus de risques parce qu'elle est d'accord de l'endosser. Et elle s'attend à avoir plus de performance. Et deuxième, si on veut vraiment tirer les leçons de la crise, il faut prendre chaque segment, j'allais dire véhicule d'investissement ou style d'investissement, de l'asset management, regarder quelles devraient être les leçons de la crise et puis voir s'il y a des interactions avec les autres.
segments. Alors on va en prendre juste un, bien sûr, vous avez compris, l'idée c'est de prendre le plus emblématique, les hedge funds. Emblématique aussi parce que c'est très anglo-saxon. Et l'idée c'était pas de vous faire croire que mes origines valaisannes revenaient et que j'allais prôner un certain protectionnisme. Non, ce que je prône ici, c'est un retour à une gestion prudentielle helvétique, fût-elle sur des actifs de type plutôt anglo-saxon. Hein. Et la deuxième chose, c'est que elle a traversé une forte crise, peut-être pas assez forte, mais qu'il y a eu des choses qui sont faites et on pourrait voir encore ce qui pourrait être fait. Et la troisième chose, finalement, c'est parce que j'ai un ami qui fait du marketing pour les fonds de placement en général, et il a, bon, c'est un marketeur, mais appelons-le Bertrand B parce qu'il a beaucoup d'humour, et qui s'appelle comme ça. Et il a trouvé la belle phrase, il n'y a pas d'alternative à l'alternatif. Et c'est vrai, parce que dans ce sens, tout est alternatif. Dès que vous sortez de la gestion indicielle, vous faites de l'alternatif. Même dans le traditionnel, dans la partie que vous gérez du tracking error, comme on l'appelle, vous faites de l'alternative. L'alternative, comme le disait Buchstraber, c'est l'ensemble des stratégies d'investissement. Sans doute, on l'associe à un type de véhicule d'investissement, mais c'est en fait toutes les stratégies d'investissement. Alors, c'est pour ça que analyser les hedge funds, ça nous montre en fait le problème pour toutes les stratégies d'investissement. Alors, il y a des mauvaises raisons dans le rejet pour l'alternatif. Les mauvaises raisons, je vais vite les énumérer, hein, typiquement, c'est la performance. Non, le type de performance roulant que l'on observe maintenant est tout à fait en ligne de ce qu'on pouvait s'attendre. En effet, à court terme, c'est décevant, mais à moyen terme, ça va. Et je dirais statistiquement, même à court terme, on pouvait s'attendre à ce que ça arrive. La décorrélation ou la corrélation, non, pas du tout. Il faut savoir que même vous pouvez être décorrélé et supporter 30% de, j'allais dire, de simultanéité. Il n'y a pas de problème, même que ce serait dans les pires moments. Il ne faut pas confondre non plus couverture parfaite avec hedge funds, sinon il n'y a plus de diversification. Là, il y a plein de mauvaises raisons. Il y a des bonnes raisons, alors je ne pourrais pas toutes les voir, je ne veux pas prendre trop de temps. La dilution de l'alpha, la fin du standalone product, simplement concevoir les fonds de fonds comme étant des produits qu'on devait regarder individuellement, c'est profondément une erreur. Il n'y a aucune personne qui a investi 100% dans l'hedge fund. Et le problème, ce qu'on a fait en faisant ainsi, on a dilué la seule chose qu'on voulait apporter, c'est l'alpha. Le problème pour cette industrie, c'est que la solution qu'elle a mis en place, c'est les fonds qui étaient concentrés sur un type de stratégie. Et la réalité, c'est que le problème de dilution est tout aussi fort, comme on l'a montré dans une étude pour réaliser un mandat auprès d'une banque suisse, est tout aussi fort au sein d'un fonds single stratégie, d'une seule stratégie, que multistratégie, étonnamment. Et qu'en plus, ça a un défaut. Parce que si vous voulez essayer de diminuer la volatilité, vous allez le faire à deux coups, celui d'une augmentation du liquidity mismatch, et c'est ce qu'on reviendra, on analysera après, et puis aussi, surtout, sur une perte, je dirais, du côté absolute return, dans le sens, ça ne vous sert à rien d'avoir un actif qui bouge peu, fût-il décorrélé, parce que si votre portefeuille bouge 10 fois plus, il faut que vous en mettiez énormément de capital. Il y a un problème d'économie de capital là derrière. D'accord ? Bon, complément substitution, c'est un petit peu la même chose, je ne veux pas revenir. Et surtout le problème de liquidité. Le problème de liquidité, ça a été le plus gros problème pour les hedge funds, dans le sens, ils émettent des restrictions à la liquidité, et en 2008, ils ne les ont point respectées. Alors, il y a une étude en 2010 de Hang & Bollen qui a montré que émettre des restrictions à la liquidité, c'était l'équivalent d'émettre à une option réelle qui vous permettait de bénéficier de certains termes de liquidité. Si vous appliquez ce filtre, vous comprenez que simplement, l'industrie de hedge fund avait émis des options et ne les a pas honorées. Elle a fait défaut. Généralement, on ne réinvestit pas trop dans une industrie qui fait défaut. D'accord ? En tout cas, pas tout de suite. On a eu un peu de temps à revenir en Russie. D'accord ? Donc, ça explique beaucoup de choses, si vous voulez. Mais ça explique... C'est totalement novateur, parce que je sais que le même Bertrand B, appelons-le toujours comme ça, disait « Ouais, mais il n'y a rien de neuf. » Non, non. Il y a énormément de choses neuves de voir la chose ainsi. La première chose neuve, c'est qu'on a toujours su que quand quelqu'un sortait d'un fonds de commun de placement, il utilisait la liquidité des autres. Mais là, on peut la pricer. Et la réalité, c'est que la prime est énorme, elle va jusqu'à 20% par année. C'est-à-dire que les personnes qui sortent devraient payer cette prime-là aux autres. On a dit, la deuxième chose, c'est on a fait défaut. Quelle est la seule façon lorsque vous avez une option pour éviter le défaut? La seule façon, c'est la chambre de compensation, un compte de marge. Vous réalisez,
jour après jour, les pertes et les profits. Pour l'industrie des fonds de placement, ça signifie, dès que vous augmentez le liquidity mismatch, vous devez diminuer les frais. Alors, vous voyez la difficulté. Il n'y a pas tellement de solutions. Là, c'est soit le modèle ne devient pas rentable, soit vous ne prenez pas du tout de liquidity mismatch. Et le problème, c'est que c'était annoncé en 2007 par des gens de la place financière suisse. Je le cite toujours, c'est Patrick Fenal, dans un article de l'association faîtière de la stratégie alternative, l'avait écrit en 2007, attention, là, le liquidity mismatch est une bombe à retardement. On le savait, on a quand même pris le risque. Et on a fait défaut. D'accord ? On me dira, ouais, mais cette histoire de la liquidité, toute activité économique, c'est de transformer la liquidité. Le boulanger transforme de la liquidité. Oui, c'est vrai. La titrisation, c'est fournir de la liquidité. Mais attention, la titrisation, ça ne vous rappelle pas quelque chose. D'accord ? Il y a un moment, il faut arrêter les dérivés. S'ils fournissent une meilleure liquidité que les sous-jacents, c'est parce que vous avez éliminé toutes les frictions qu'il pouvait avoir sur le marché du sous-jacent. Mais toute liquidité qui va au-delà des restrictions de la vente à découvert, des frais de transaction, n'est pas une bonne liquidité. Vous prenez un risque, et c'est pour ça que souvent c'est traité OTC. Et quelle a été la réaction de l'industrie lorsqu'on a eu les problèmes des marchés OTC? C'est de dire, mettons à place, comme le fait le CME Group, une chambre de compensation, même pour les marchés OTC. Et donc, c'est ce qu'on devrait faire, même pour les fonds de placement. On me dira aussi, oui, mais la mutualisation, c'est la chose essentielle de la gestion du risque. Oui, bon, d'abord, la mutualisation à l'extrême, vous finissez avec le communisme, comme disait le dernier prix Nobel, Robert Shiller. Et ce qu'on doit, quand vous faites une assurance, c'est parce que vous mélangez des risques différents. Là, c'était toujours le même risque. J'ai un autre collègue qui a l'habitude de dire, finalement, AIG, c'est quelqu'un qui a émis 2000 fois la même assurance sur la même maison. D'accord ? Ben ouais, c'est exactement ça, vous prenez toujours le même risque. Donc, on ne peut pas mélanger le risque de liquidité. Ce qu'il faudrait faire, c'est en effet distinguer la clientèle par rapport à chacun ses besoins de liquidité et les séparer. Ça va à l'encontre de la mutualisation. Et le mouvement que vous avez vers les comptes ségrégés, c'est exactement cela. Mais ça ne suffit pas, je vous dirais. Parce que si, même au sein d'un portefeuille, vous investissez dans des sous-jacents qui eux-mêmes sont investis par des gens qui ont une autre liquidité, alors il y a un problème. Donc il faudrait faire deux types d'approved list. Des approved list pour un certain type de clientèle qui a besoin de liquidité et d'autres. Et il faudrait aller plus loin. Et pourquoi ? On a le même problème avec l'intermédiaire qui est le hedge fund. Donc il faut le faire en interne. Et là aussi, lorsque une grande banque de la place financière a ouvert sa propre série de fonds, ce que nous avons tous réagi comment ? Ah voilà, c'est un beau mouvement vers, je dirais, l'internalisation. Ils font comme JP Morgan, Goldman Sachs. La réalité, c'est que, non, là, vous avez un outil pour pouvoir gérer la liquidité par rapport à les clientèles. La version moderne du fonds de fonds, en réalité, c'est vous n'avez que des fonds en interne, où vous distinguez les liquidités de chacun, et après, avec ces différents gérants, vous faites une sorte de best ideas, et ça vous vient tout en interne, avec toujours ségrégé par les besoins de liquidité. Bon, j'étais un petit peu technique, mais l'idée, c'est pour dire simplement ça. Voilà, il y a des choses, quand vous regardez, pour tirer les leçons des crises, il y a des tas de leçons qui ne sont pas, on les connaissait tous. Hein. Le problème, c'est qu'on ne les a pas du tout tirées, alors on me dira, on est simplement sorti du segment. Parce que le problème, vous avez exactement la même chose avec les fonds traditionnels. Dans les offering memorandum des fonds traditionnels, vous avez des clauses de restriction de liquidité, vous avez des gates. Tout ce que vous avez subi avec les hedge funds, vous pouvez le subir avec les fonds traditionnels. Et vous me direz, mais il n'y a pas de problème de liquidité avec les fonds traditionnels. Ah oui? Comment vous calculez les volumes? Comment vous calculez la liquidité? Vous les calculez avec les volumes. Les volumes de quoi? Des bourses? Des bourses comment? Ah ouais, de toutes les bourses. Électroniques aussi? Ouais. 40-60% des volumes, c'est les high frequency traders. Vos volumes, ils sont tous biaisés. Vous prenez un énorme risque de liquidité. S'ils ont mis en place une restriction, une possibilité de restriction, sachez que ce n'est pas pour le plaisir. Là aussi, il y a une émission d'une option. Ensuite, les ETF. Les ETF, c'est une des plus belles innovations financières que l'on a créées. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose entre la société de capital ouvert et celle fermée. Hein? L'idée, c'est de se dire, bah voilà, normalement, pour acquérir les biens d'une entreprise qui est sous-cotée, je dois l'acheter en entièreté, puis après, je revends.
Ben là, on a mis en place un système qui permettait aux gros personnes qui voulaient souscrire aux ETF de pouvoir recevoir en nature, hein, en action, ce qu'ils achetaient. Donc il y a véritablement, je dirais, les titres qui peuvent être livrés dans les deux sens. Il y a des ETF sur tout actuellement, sur des small caps. Et là, on a une cotation journalière. Si ça, ce n'est pas un liquidity mismatch, parce qu'il y aura forcément un jour quelqu'un qui voudra, une des jambes, comme on dit, qui voudra se couvrir, et il y aura forcément quelqu'un qui devra payer ce liquidity mismatch. L'ETF, c'est un fabuleux instrument, mais il ne doit pas permettre de prendre ce même risque de liquidité que vous avez fui en n'allant pas dans les hedge funds. Et puis, une dernière chose, mais là c'est aussi un peu pour l'école, j'entends souvent, ouais, la crise financière, c'est la crise c'est les quants qui nous ont foutu en l'air. Mon passé de statisticien se réveille. Oui, on a appris à estimer une nouvelle forme de corrélation qu'on a appelée la copule gaussienne, on s'en fout, et c'est ça qui en réalité a permis de créer les CDO. Oui, c'est vrai. Et oui, on n'avait pas les bonnes données pour faire cette estimation. On l'a toujours su, ce genre de choses-là. LTCM, magnifique gestion du risque, mais une optimisation sur trop peu de données. Combien de modèles vous avez vu qu'ils appellent ce qu'on appelle les méthodologies Garch? J'ai même vu des fois en hedge fund. Il faut au moins 1000 données pour que vous soyez insensible aux paramétrisations initiales. Est-ce que vous avez 1000 données? Combien vous allez voir de gérants quantitatifs qui vous disent « Oui, je récolte la prime de la volatilité ». Bon, c'est quoi économiquement cette prime? Non, mais moi, c'est la prime de volatilité. Non, mais c'est quelle prime économique? On a toujours eu cette tendance-là des modèles quantitatifs. Vous avez la même chose en science. En science, lorsqu'on a un savoir formalisé, que ce soit mathématiquement ou pas, on le confronte souvent à la simulation, à l'expérience. Alors, des fois, dans les sciences formelles, on n'a pas besoin, mais sinon, c'est simplement le dialogue des deux qui est entretenu, qui entretient et qui fait donner le savoir. Si vous lâchez un des deux, forcément, vous allez être dans l'erreur. Croire que dans un seul, fût-il le tout quant ou le pas du tout quant, c'est l'erreur. Et c'est ce qu'on a assisté récemment à une conférence où vous aviez des chercheurs de haut niveau, la page genevoise, qui présentaient des choses extraordinaires entre nous intellectuellement, sauf que ça ne jouait pas avec ce qu'on avait. D'accord? C'était juste inapplicable. Et après, on retombe sur un discours qui peut tomber dans son extrême, on le suit, de bon sens et de raison. Je suis trop kantien pour croire que la connaissance puisse mener le mal. D'accord? Au mal. Non. Dans les OGM, ce qui nous inquiète, c'est que tout d'un coup, il y a un moment, on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord? C'est jamais la connaissance qui mène au mal. D'accord? C'est exactement le contraire. Dans l'histoire de la crise, que vous ayez des statisticiens qui ont proposé des copules, pas de problème. Que vous ayez des responsables de vente de produits qui disent « Allez, on le fait », ben, c'est normal, c'est leur business. Ce qu'il y a de grave, c'est qu'on l'a acheté. C'est qu'on a acheté ces produits. Là où on souffre, et c'est pour ça que je disais que je pensais à l'école, là où on souffre d'incompétence, nous, c'est que nous avons été responsables en achetant ces produits-là. Parce que nous n'avons pas osé dire, je ne comprends pas comment on peut mettre des choses corrélées ensemble et que ça devient décorrélé. D'accord? Et c'est pour ça que si en plus on assiste à une internalisation du côté de la vente des compétences financières, on doit à tout échelon donner en sorte que les gens, et c'est ce qu'on essaye avec cette formation, cette orientation banque et finance, soient à l'aise avec leur savoir et puissent dire « Ouais, là je ne sais pas parce que ce n'est pas honteux, parce qu'ils ont le core knowledge, le savoir minimum qu'on doit avoir lorsqu'on prend une décision. » Alors, faire cet exercice qu'on vient de faire sur les hedge funds, on devrait le faire pour toutes les industries. Et c'est comme ça qu'on trouverait les arguments pour réinventer la place financière. Alors, bien sûr, j'ai poussé le bouchon un peu loin. J'en suis conscient. L'idée, c'était exactement ça. Mais quand vous adoptez une grille de lecture, elle vous montre deux choses d'abord. D'abord, souvent, le déni. Le déni, c'est de croire que le secret bancaire, c'est rien qui va tomber. D'accord ? C'est quelque chose comme ça, alors il y a des gens qui ont peur, mais ça va toucher toute l'industrie parce que ça arrive après une crise, au moment où notre clientèle captive commence à être convoitée par nos concurrents, et parce que aussi, en même temps, n'oublions pas, on a des problèmes sur l'optimisation fiscale. D'accord? La deuxième chose que ça nous montre aussi que ça va être brutal d'un coup, et que la seule chose que nous avons pensé, c'est des
solution d'innovation, je dirais, de continuité, ce qu'en niveau d'innovation, on appelle de type incrémental. Mais non, on n'en est pas du tout là. Ça va être brutal, le changement. On va tout perdre d'un coup. Ce n'est pas de l'innovation incrémentale qu'on a besoin maintenant. On est dans la situation de l'horlogerie des années 70. C'est une innovation de rupture. Et les seules solutions qu'on a proposées jusqu'à maintenant, c'est de la continuation. La segmentation de l'horlogerie, on reconnaît une montre suisse tout de suite. On reconnaît même les marques suisses entre elles. Est-ce que vous pouvez me dire que maintenant, le plan que notre industrie propose va faire qu'on reconnaisse immédiatement l'industrie d'asset management suisse et qu'on reconnaisse immédiatement les acteurs? Non, tant qu'on ne le fait pas, on n'aura pas notre place dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que ça va au-delà de la fraude fiscale. Alors vous avez compris, l'idée de ce symposium, c'était de rebondir sur tous ces problèmes-là. Et d'ailleurs, le premier problème, c'est, comme je l'ai dit, le déni de l'impact que ça va avoir, et de se dire, ouais, ça ne va pas toucher. Non, non, ça va toucher énormément de personnes chez nous. Et certains pensent 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, sur la place Genevoise, je parle, on n'en sait rien. Mais c'est clair que ça pose le problème du RH au centre, d'abord. Le problème humain. C'est pour ça que nous avons commencé, nous avons mis tout un atelier sur le RH, qui aura lieu à la salle Gauguin, donc en bas, dans les locaux de l'IS. Et ce sera M. Frédéric Kohler, qui est directeur de l'Institut supérieur de formation bancaire, qui viendra de nous parler, voilà, comment la gestion des compétences va être la solution et le problème de la banque privée suisse. L'Institut supérieur de formation bancaire est notre partenaire sur cet événement. Je vous rappelle qu'il compte 55 membres et couvre à peu près 90% des emplois sur Genève et offre à peu près 200 formations post-académiques. C'est un acteur, j'allais dire, inévitable à la place genevoise, et c'est pour ça que l'HEG et l'Institut financier bancaire ont commencé à intensifier leurs relations à travers des projets de DAS et d'autres formations. Ensuite, Madame Isabelle Michel viendra nous parler du problème de l'outplacement, parce que l'outplacement, c'est clair, si vous avez un gros turnover de personnes, on va devoir en tout cas reconvertir, et l'outplacement que tout cadre qu'on vous proposait jusqu'à maintenant de l'outplacement, on refusait facilement, ben maintenant on va devoir commencer, on préférait un petit peu toucher du cash, hein, pour être honnête, et ben on va devoir commencer à l'accepter parce que le problème devient imminent. Et puis, je suis très content de voir tous mes étudiants, quand ils sortent de l'orientation, trouvent facilement du boulot. J'aurais tendance à croire que c'est à cause de la qualité de la formation, mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a un turnover. On n'achète pas cher et on vend cher. Et ils ne sont pas chers. D'accord? Et là, M. Alain Salamin adressera la question des coûts dans notre finance. La dimension internationale, M. Maître Xavier Auberson, spécialiste dans la fiscalité, nous rappellera les enjeux de la fiscalité internationale. Marc Roche, économiste, qui a fait des études en sciences politiques et en journalisme, auteur de 2 merveilleux livres sur Goldman Sachs et un sur la fraude fiscale, nous donnera un petit peu quelle est la vision à l'étranger de la place genevoise. Et M. Philippe Martin-Achard nous dira, ben voilà, quelle est la situation actuellement à Singapour, et on pourra s'amuser, comme disait Marguerite Yourcenas, à faire des comparaisons entre les lieux, ce qui nous aidera à mieux comprendre et à comprendre les choses qui y ressemblent et les choses qui diffèrent, et donc les solutions. Dans la salle Van Gogh, destinée à l'innovation, qui est plus en lien avec mon discours, on va voir comment est-ce qu'on est dans l'innovation incrémentale ou l'innovation de rupture, qu'est-ce qu'on peut faire dans la gestion de portefeuille et de performance. D'abord avec un panel composé de M. Édouard Crestin-Billet, James Médou et Grégoire Reyny. Et puis, dans les solutions de rupture, il y a une idée assez belle, c'est que les perdants d'avant sont les gagnants. Les perdants d'avant, c'était les petites structures. Alors là, il y a un projet magnifique, quelque chose qui est énormément avancé, une belle innovation, Olivier Colombien va en reparler, c'est une structure pour les petits, comment on appelle, les tiers gérants. Et puis, dans l'après-midi, si notre clientèle est venue pour le modèle suisse, qui est issu aussi de notre tissu industriel, il faudrait peut-être songer un moment à lui redonner accès à ce tissu industriel. Et ça faisait énormément de sens de mettre une réunion, un colloque sur l'investissement dans les PME suisses avec M. Pierre Bordy, M. François Gilardoni, M. Gilles-Emmanuel Turuta et M. Pierre Tissot. En clôture du symposium, j'ai parlé d'aléa moral. L'aléa moral, je vous rappelle la définition de Adam Smith, c'est un effet pervers de la maximisation de l'utilité personnelle sans tenir compte de la maximisation de l'utilité collective.
Alors normalement, Adam Smith s'en fout de la maximisation de l'utilité collective, sauf qu'il y a cet effet pervers. Alors, monsieur le conseiller d'État David Hiller adressera la question combien ça va nous coûter tout ça en termes de société. Et puis nous voulions finir un petit peu avec l'idée de, eh bien, si c'est un problème, un aléa moral, essayons d'introduire l'utilité collective dans notre nouvelle gestion de portefeuille, dans notre gestion d'actifs, notre gestion de fortune. Et c'était l'idée de commencer la table ronde avec tous les intervenants, avec M. Jean Laville, qui est représentant qui nous parlera un petit peu de finance durable. Un argument de la finance durable qu'on a souvent un petit peu balayé avec cynisme, mais que les études montrent que notre clientèle voudrait qu'on s'adresse à ce genre, qu'on adresse ce genre de problème, qu'on fasse notre gestion en tenant compte de ce paramètre, qu'en plus il y a une volonté politique et que décidément il y a en plus un créneau en termes de concurrence. Voilà. Alors ensuite nous allons passer à monsieur Michael Plog qui va parler, je ne sais pas si on aura un asset management sans asset manager, je ne pense pas. La théorie de l'intermédiaire a toujours le droit d'avoir, la théorie, pardon, de Merton des intermédiaires financiers a toujours, fait toujours du sens, mais par contre on peut se poser la question, c'est si est-ce qu'on peut avoir la banque sans le banquier. Et c'est un petit peu l'idée de monsieur Michael Plog qui a fait 15 ans dans l'audit, spécialement dans les FUSAC, acquisition et fusion, et qui depuis 1999 est chez Swissquote, qui est membre de la direction, qui a participé à l'IPO, et qui gère avec M. Burki et M. merci, et qui n'ont pas pu être là, le Swissquote. Alors, avant de lui passer la parole, permettez-moi, au nom du comité de scientifique de ce symposium, au nom du comité du symposium et de sa responsable, Marianne Erny, au nom de l'orientation Banque et Finance que je redirige avec M. Nicolas Montadon, de vous souhaiter un agréable symposium et très stimulant intellectuellement, j'espère. Merci. Voilà, nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Michael Plog qui a remplacé M. Marc Burki, comme c'était annoncé sur le programme, mais qui malheureusement a eu un empêchement. On connaît dans ce type de fonction, on ne gère pas toujours son agenda 2 mois à l'avance. Merci à Michael Plog d'être parmi nous. Merci madame. Bonjour à tous et mesdames et messieurs. Un sujet, la banque sans le banquier. Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Oui. Réinventer la place financière genevoise, trouver un équilibre là-dedans. Lors des discussions préparatoires pour ce séminaire, on m'a un peu demandé de parler d'une expérience concrète, celle du lancement d'un nouveau service financier et de la réalisation d'une banque suisse et progressivement internationale. Peut-être que l'idée, c'est que Swissquote peut apparaître comme une illustration d'un nouveau modèle d'affaires de la banque et en apparence un modèle qui peut se passer de banquier. En apparence. Je vais essayer, dans cette courte présentation, de structurer 4 phases de développement de Swissquote qui vous permettra de constater un certain nombre de points et je finirai par parler de quelques personnes que vous connaissez peut-être déjà ou pas et de voir en quoi finalement le développement d'une place financière ou le renouveau ou la réinvention d'une place financière peut venir en fait des acteurs existants ou de nouveaux acteurs et en ceci rejoindre les conclusions ou les constatations du professeur Duc, à savoir que
Est-ce que l'innovation est incrémentale et en continuation, ou doit-elle être de rupture, ou doit-elle être des deux? Donc, pour revenir en fait à Swissquote, on va distinguer 4 phases. L'idée initiale, l'évolution de l'idée sans le statut de banque, l'aboutissement de l'idée dans le cadre d'une banque, et ensuite le cadre de la banque pour faire évoluer le business model. Pour chacune de ces étapes, on examinera brièvement les moyens pour y parvenir, l'organisation, les difficultés et ce qui a motivé le fait d'aller à l'étape suivante. Donc la première étape, c'est l'idée de base. Et pour tous ceux qui étaient là en 1996, sur le web, quelque chose qui s'est produit qui s'appelle swissquote.ch, premier site d'information financière qui distribue en temps différé les cours de la bourse SWX 6 qui était devenue électronique à l'époque. Juste avant, c'était encore à la criée, on avait plusieurs bourses, et tout d'un coup, cette innovation technologique combinée au web a permis tout d'un coup de donner quelque chose qui était alors réservé aux professionnels. Et donc l'idée était de permettre à des investisseurs privés de prendre seuls des décisions d'investissement sur la base d'une information fraîche. Que fallait-il pour offrir ce service? Eh bien d'abord, il fallait un fournisseur d'informations, donc la bourse suisse électronique. Il fallait de la technologie. Alors, les modems à l'époque n'étaient pas aussi puissants. Les mémoires cache n'étaient pas formidables. Et pour vous dire les choses, c'est que ça allait encore relativement lentement, mais si on le compare avec les technologies d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était absolument génial. Il fallait relativement peu de capital pour faire cette activité. En gros, pas mal d'ingéniosité, quelques serveurs, une ligne de télécommunication, et disons qu'un demi-million était suffisant pour gérer une telle entreprise. Et il fallait des clients qui ont envie de faire les choses eux-mêmes et qui disposent d'une propre relation bancaire. Quant à l'organisation, beaucoup de nuits blanches, des entrepreneurs provenant d'un sérail hors de la banque, on peut le dire, des ingénieurs passionnés par la finance. Quelles sont les difficultés dans ce moment-là? Elles sont très existentielles. C'est assurer la viabilité à court terme, en gros la fin du mois. Et vous n'allez pas le croire, mais le succès a été instantané. Le serveur a grillé le 3e soir. Et voilà, on était tombé sur un filon. Maintenant, il y avait une secrétaire qui s'appelait Corinne. Bon, Corinne n'a pas toujours été Corinne, mais tout le monde l'a trouvée très sympathique. Et Corinne a reçu des téléphones nombreux, des mails, car les clients voulaient plus. Ils voulaient être empowered, comme on dit. Étape numéro 2. Le client, pour lui donner la possibilité non seulement de prendre ses décisions d'investissement, mais aussi d'acheter et de vendre ses titres, sans intervention d'un professionnel de la banque. Et ça s'est concrétisé en 1999 à travers un nouveau site web qui s'appelait swissquotetrade.ch. À ce moment-là, l'investisseur, notre client, devient lui-même le banquier. Il a tout, il est chez lui, achat, vente, tout va bien. Mais pour arriver à ça, il a fallu
passablement de moyens nouveaux. Et la première chose, c'est qu'il nous a fallu un partenaire bancaire. Il nous a fallu plus de capital, à peu près 4 millions, donc 8 fois plus qu'avant. Il fallait de la technologie, non seulement de télécommunications et de médias Internet, mais incorporant des aspects bancaires, contrôle de capacité de prendre, d'acheter, contrôle de marge, etc. Et malheureusement, dans cette situation, on n'a pas toute la propriété du client, à savoir qu'on n'est que introducing broker et que le client est dans une relation triangulaire avec Swissquote et le partenaire bancaire. Tout ceci a l'air très simple, mais c'était le moment de l'innovation finalement. Alors, évidemment, la principale difficulté a été de trouver un partenaire bancaire. Ça a pris 18 mois et on a pratiquement fait toutes les banques du pays. Pourquoi ça a pris 18 mois? Parce que ou bien les gens n'étaient pas intéressés, ou bien les gens étaient tellement intéressés qu'ils voulaient racheter la société tout de suite. Et finalement, après avoir tapé aux portes de Genève, Lausanne, Sion, etc., je vous passerai la liste, nous avons trouvé une banque à Zurich qui était la banque Ruud Blas, qui faisait partie du groupe Zurich Assurance. La deuxième difficulté, c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler avec une banque, il y a un aspect culturel, vous savez, c'est des contrats d'outsourcing dans certaines situations. Donc il faut trouver des spécialistes bancaires, donc des banquiers en quelque sorte, mais qui soient compatibles avec le business model. Et le business model, c'est to empower the client. Voilà, évidemment, le modèle traditionnel bancaire n'est pas nécessairement dans ce contexte-là. C'est le banquier qui est empowered et c'est le client qui achète. C'est ça, on a renversé un peu les rôles dans notre business model. Donc, tout ceci fait qu'au niveau de l'organisation, il a fallu commencer à se structurer, recruter ces spécialistes bancaires et renforcer l'assise financière pour, en quelque sorte, apparaître comme un partenaire valable. Maintenant, on aurait pu s'arrêter là. Et on ne serait jamais devenu une banque. Ceci dit, la position n'est pas très confortable, le client vous appartient. Et la motivation d'aller plus loin a été la suivante, c'est que à partir du moment où le dépôt est chez la banque et qu'on passe par la banque, votre indépendance stratégique dans la formulation de l'offre est limitée et on a toujours des débats pour savoir comment on partage le gâteau des revenus du client. À cette époque, il y a un truc formidable qui s'est produit, qui s'appelle la bulle Internet et qui s'appelle le nouveau, un segment du New Market à la bourse suisse, qui n'existe plus d'ailleurs, et qui permettait à des sociétés avec 30 employés de rentrer en bourse, et même si elles faisaient des pertes, elles avaient une valeur considérable. Voilà, c'était un moment. Et on l'a saisi. Et donc on a passé à la vitesse supérieure, on a dit, pour pouvoir continuer à finaliser ce modèle, il faut qu'on soit une banque. Mais on est rentré dedans, mais à reculons, je vous assure. Le but, c'était d'être une société de service avec une licence bancaire. Mais que ça nous laisse la possibilité de fournir des prestations. Et donc, le résultat de ça, ça a été swissquotebank.ch en 2000-2001. Et là, la mission change, c'est permettre à des investisseurs privés d'acheter et de vendre des titres via Internet, sans intervention d'un professionnel de la banque, avec leur dépôt auprès de Swissquote Bank. Ah, ça change tout dès que le dépôt est près de la banque. Tout d'un coup, les choses se compliquent. Dans les années qui ont suivi aussi, on s'est aperçu que
beaucoup de gens voulaient passer par des gestionnaires indépendants. On leur a mis en fait aussi des fonctionnalités à disposition. Alors les moyens pour passer à cette étape sont évidemment un tout petit peu plus importants. Il faut de l'argent, et là il en faut à peu près 20 fois plus que quand vous n'êtes pas une banque. À l'IPO, nous avons levé net des quelques frais que nous avons eu 70 millions de francs suisses. Il faut une licence bancaire. Et quand vous n'êtes pas banquier, que vous voulez acquérir une licence bancaire, vous découvrez à quel point une banque est difficile à construire et surtout une licence bancaire à obtenir. Il faut de plus en plus de technologie, en tout cas dans notre modèle. Et nous avons fait le choix de maintenir une technologie propriétaire pour tout ce qui concerne la technologie du front, donc l'interaction avec le client, middle office, tout ce qui concerne le risk management, et nous avons acheté les systèmes d'enregistrement comptable, les reposoirs de l'information finale qui n'ont que très peu de valeur ajoutée du point de vue du client. Au niveau de l'organisation, c'est pas évident de faire le seuil là. Le saut est difficile à plusieurs aspects. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour une banque, sauf un point sur lequel j'aimerais revenir. Mais tout d'un coup, vous avez beaucoup de spécialistes bancaires qui viennent vous expliquer comment il faut faire les choses. Et la première difficulté, parmi tous ces gens qui vous expliquent à quel point la banque est un truc compliqué et qui sont indispensables, c'est de concerner le leadership sur la vision du service qu'on veut offrir et la vision des fondateurs. Voilà, parce que finalement, c'est eux qui ont défini le business model et c'est eux qui veulent en fait donner le pouvoir aux clients. On a une présence dominante de spécialistes en technologie qui, eux, généralement ne comprennent rien à la banque et donc qu'il faut éduquer pour qu'ils comprennent ce qu'on veut faire. Et il faut, malgré tout, un nombre croissant de spécialistes bancaires, mais qui doivent travailler au service de la technologie, car la technologie est le relais pour fournir la prestation sur le client. Donc c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est, un, de croire qu'il est possible de devenir banquier. Deux, de convaincre tout le monde qu'on peut être banquier et que ça va bien se passer. De réduire la complexité, c'est-à-dire de prendre les problèmes les uns après les autres, et avec tous les soucis que ça cause, de persévérer, ceci dans l'enthousiasme. Voilà, de notre expérience, la banque finalement est compliquée, mais pas tant que ça. C'est clair, vous avez tous lu le cadre strict qui est imposé, c'est normal. On fait appel au public à travers l'acceptation de dépôts à titre professionnel, donc il faut quand même que les gens aient confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a des lois, qu'il y a des ordonnances dont je ne vais pas vous donner le détail, et que finalement, en tant que société, vous êtes particulièrement surveillé, que ce soit au moment de l'autorisation ou ensuite au niveau de l'exploitation. Quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années, on comprend que pourquoi le cadre doit être strict, et c'est cette évolution qu'il faut pour devenir banquier, et peut-être c'est pas mauvais de se rappeler. Les banques sont centrales dans l'économie. La protection du système bancaire doit être effective pour éviter les effets de domino. La confiance du public dans le système est essentielle. Je pense que les nouvelles règles sur les liquidités de Bâle 3, tout le monde aura bien compris de quoi il se passe. Et la banque est un lieu quand même dangereux. Il s'agit d'écriture comptable, d'actifs qui passent à travers des systèmes électroniques, qui passent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et donc, il ne faut pas de naïveté, il faut se protéger contre les activités criminelles de l'intérieur et de l'extérieur de la banque. Je voudrais juste revenir sur un élément essentiel du banquier, qui est peut-être l'élément le plus difficile à comprendre pour quelqu'un de rationnel qui vient, par exemple, du monde mathématique ou de l'ingénieur, mais qui, pour nous, a une importance énorme. C'est la garantie d'une activité irréprochable des organes et de tous les employés de notre banque.
Ceux qui, un jour, seront amenés dans les sphères dirigeantes, dans les organes d'une banque, devront montrer leur CV à la FINMA. Et la FINMA devra examiner si ce CV et si ce parcours, si la vie privée des gens permet de conclure qu'il y a de bonnes chances pour que cette personne ait une activité irréprochable. Quels sont les critères pour avoir une activité irréprochable? Eh bien, c'est la prise en compte des caractéristiques personnelles et professionnelles, passées et présentes. Voilà. C'est pas, j'ai fait un examen, j'ai eu un excès de vitesse, c'est ça. Bien, donc c'est peut-être la partie la plus difficile pour devenir banquier et en quelle sorte il faut se projeter dans cette garantie d'activité irréprochable. Pour aller un peu plus vite, donc, la prochaine étape est qu'une banque, ça coûte très cher, hein, on s'en aperçoit de plus en plus, et donc on est tout d'un coup dans une situation où il faut commencer à gagner plus d'argent, et le prochain step, c'est effectivement d'accroître les parts de marché, les services, et surtout donc, comme je dis, assurer la prospérité financière d'une banque. La première chose qui donne confiance aux clients, c'est quand la banque gagne de l'argent. Et donc, c'est ce qu'on s'était vertué à faire. Vous avez chez Swissquote la possibilité d'accéder à peu près à 60 marchés en ligne sur le reste du globe, comme vous le voulez, à travers des systèmes plus ou moins automatiques et autres. Donc, la prochaine étape est qu'on a fait évoluer le business model. D'un do-it-yourself, on est passé en fait sur des catégories de clients qui ont besoin de plus d'assistance. Un des challenges actuels, c'est de définir ce que nous appelons, peut-être un peu pompeusement en Suisse, et ça fait bien rigoler les gens, ça s'appelle le e-private banking, peut-être. Je vous assure qu'à l'étranger, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Dans le domaine du forex, les hypothèques en ligne, bref, tous les services, on essaie de les décliner en ligne avec la possibilité pour le client de se débrouiller tout seul s'il le veut. Et là, on voit bien la limite du modèle, c'est que plus vous rentrez dans une diversification de votre clientèle et à un moment donné, les gens ont besoin quand même en fait d'une interface humaine. Et je pense que dans le futur, on va avoir cette interface que nous sommes en cours de définition chez Swissquote, que ce soit à travers des moyens physiques, électroniques ou autres. Entre-temps, les clients se sont beaucoup diversifiés, du privé traditionnel, du petit gestionnaire indépendant. Nous avons maintenant des family offices, on a des money managers dans le domaine du forex, on gagne des clients et des parts de marché à l'étranger en mettant à notre disposition et l'ensemble de nos connectivités à disposition donc d'établissements bancaires étrangers à travers des modèles de white label, et on a des institutionnels qui viennent aussi. Tout ceci doit s'accompagner effectivement d'une organisation encore renforcée. La gouvernance, la composition des organes devient essentielle. Le renforcement des états-majors et la coordination des contrôles est absolument vital. Et il faut encore plus de spécialistes et encore plus de spécialistes. Donc la difficulté s'accroît. Conserver la ligne stratégique. Tout d'un coup, à l'international, on a une multiplication des référentiels réglementaires, ce qui est un peu difficile quand vous êtes dans l'Internet. L'Internet, vous pouvez accéder en fait partout. Vous êtes partout connecté à votre banque, mais vous avez toutes les règles de cross-border qui impliquent que vous devez en fait vous faire réglementer dans plusieurs marchés. Vous avez un chevauchement des régulations et tout ceci évidemment dans le contexte de la crise. Et depuis 2000 que nous sommes une banque, j'ai essayé de calculer le nombre d'années où on est en crise, c'est à peu près la moitié du temps. Donc peut-être que la crise est un état normal en fait, n'est-ce pas, et qu'il faut s'y habituer. Voilà, vous l'aurez compris mesdames et messieurs, la banque sans le banquier, cela n'existe pas.
et j'ajouterai encore moins aujourd'hui que hier. Par rapport au séminaire, par rapport à mon thème, j'ai essayé de tirer quelques enseignements de cette courte existence de Swissquote. C'est que le banquier n'existe pas nécessairement en tant que tel aujourd'hui. La notion de banquier s'est diluée par rapport à une image un peu statique de quelqu'un qui intervient face au client. Pour nous, le banquier est un ensemble de personnes, une sorte de vecteur composé de différents segments qui sont des talents différents, complémentaires, qui interagissent entre eux et de manière accrue avec le concours d'applications technologiques sophistiquées. Et dans cette équation, le client est central et fait partie de cette équation. Donc la technologie peut transformer le client en banquier, de plus en plus. Les nouvelles technologies bancaires sont une chance, mais également une menace. High frequency trading, vous voyez tous les glitches qu'on a eus dans les bourses, etc. Tout d'un coup, vous avez des volumes gigantesques qui apparaissent avec les leviers qu'on a sur certains instruments. On peut faire bouger les choses. Comme j'essaye de le dire à travers cette garantie de l'activité irréprochable, le banquier exerce de manière individuelle ou collective une responsabilité sociale centrale, dont on mesure l'étendue lorsque le banquier et le système bancaire faillissent. La dernière crise financière, si vous regardez les statistiques, les crises financières s'accélèrent. La dernière crise financière a déclenché une vague réglementaire sans précédent, ce qui a considérablement renchéri les conditions d'exploitation d'une banque. Franchement, ça devient cher. Ce renchérissement, je pense, en tout cas c'est les discussions que nous avons, force les acteurs à adapter leur business model. Et peut-être aurais-je une question provocative, une contre-proposition au thème de ma présentation, c'est à quand des banquiers sans banque? Et ça veut dire pas sans banque du tout, mais peut-être une organisation avec des organismes plus spécialisés, plus souples, un système plus coopératif que simplement, en fait, tout le monde fait la même chose. Enfin, je constate, et j'ai fait un peu de recherche là-dedans, que les innovations en matière de banque et de services financiers ne sont pas nécessairement le fait de personnes issues du milieu bancaire. Concernant ce dernier point, j'aimerais vous parler de 3 personnes. Et ces personnes, pour moi, ont créé des innovations. Et je voulais juste vous en parler. Et puis ensuite, je laisserai en suspens la question suivante. Ces personnes qui ont atteint un certain nombre de choses, que vous allez voir tout à l'heure, auraient-elles trouvé en Suisse et à Genève le substrat, les conditions pour y incuber leur innovation et pour les développer? La première personne dont j'aimerais vous parler s'appelle Mohamed Yunus, né en 1940, banquier économiste au Bangladesh. C'est à lui qu'a été attribuée la paternité du microcrédit. Un marché gigantesque pour lequel il a eu, en 2006, avec la banque Grameen Bank du Bangladesh, le prix Nobel pour leur contribution au développement économique et social par le microcrédit et par le bas. La deuxième personne dont j'aimerais vous parler s'appelle Elon Musk. Quelqu'un a entendu parler de Elon Musk? Tesla, bravo. Au moins quelqu'un qui va acheter une Tesla. Eh bien, savez-vous qu'avant de fabriquer et d'être le CEO de Tesla, Monsieur Musk, qui est un serial entrepreneur, a cofondé en 1999 une société qui s'appelle X.com et dont l'originalité était d'une sorte de banque Internet
qui permettait de faire des systèmes de paiement par email. Et cette société a ensuite acquis un logiciel qui s'appelle PayPal. Et PayPal a été ensuite incorporé dans XCOM, qui a été racheté par eBay en 1984, si mes sources sont justes. Et PayPal est aujourd'hui une banque. Savez-vous où PayPal est installé? Au Luxembourg. Et je vous assure que c'est un sacré morceau. Perry Chen, 1976, il est né en 1976. Quelqu'un connaît Perry Chen? Ok. Ce monsieur a comme formation day trader, garçon de café, musicien, etc. Il est le cofondateur de Kickstarter.com, qui est la plus grande plateforme de crowdfunding. Qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Allez voir sur Kickstarter.com. C'est en fait un système qui permet à des entrepreneurs qui veulent développer un concept, un produit, à des musiciens qui veulent créer un spectacle, de se financer auprès du public en direct. Et évidemment, ce n'est pas une banque, mais on est en marge de la banque, n'est-ce pas? Et si quelqu'un essaie de repenser ce concept en intégrant certains aspects de la banque, il y a probablement des idées intéressantes à mettre en place. Donc voilà, 3 exemples de gens dont je pense qu'ils présentent des caractéristiques innovantes, majeures, et finalement dont nous n'avons pas perçu le bénéfice en Suisse pour l'instant. Et je me dis que peut-être qu'il faut constater que le cadre juridique, le positionnement général fait que on est dans cette continuité, mais qu'il manque peut-être d'idées de rupture pour la place financière genevoise et suisse en général. C'est avec ceci que je conclurai ma présentation. J'ai une question sur la data security, sécurité des données. Je vois en plus des 3 inventeurs, on est en Suisse, à Genève. La Suisse a une tradition de data security et de cryptographie avec l'actualité actuelle, où beaucoup passent surtout en Internet via des groupes en Angleterre ou aux États-Unis. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le banking and client dans la sécurité, maintenant et dans le futur immédiat? Bon, je ne suis pas ingénieur, hein, mais peut-être juste au niveau du common sense. La sécurité absolue n'existera jamais, et ceux qui pensent que les devices de sécurité sont très secure se trompent souvent. En fait, souvent c'est les systèmes les plus anciens qui résistent le mieux. Et en ce qui concerne en fait les transferts internationaux, on a eu le scandale SWIFT en fait, où toute une série de données sont passées, où très souvent on voit en fait la législation internationale qui évolue et vous devez en fait, selon par où vous passez, par vos paiements, pour vos transactions d'ailleurs aussi pour la bourse, vous devez en fait, si vous voulez utiliser certains chemins, informer vos clients que vous n'allez pas pouvoir garantir en fait, la confidentialité de l'information. Donc, d'un côté, il y a une confidentialité de l'information entre les bénéficiaires des transferts ou des mouvements, et ensuite il y a la sécurité, je dirais, qui est peut-être la plus difficile, c'est-à-dire en quelque sorte celle qui permettrait à quelqu'un de soustraire un certain nombre de flux et donc de voler en fait, des actifs. On est tous confrontés, la banque en ligne ou les autres, à cette situation. Le seul moyen, c'est finalement de s'assurer des chemins de transfert, d'engager des hackers institutionnels, de fréquenter des gens de bonne compagnie et de s'assurer que finalement les choses se passent bien. Nous, personnellement,
avec ces quelques recettes de base, on a toujours eu un très bon track record et jamais de soucis.